Il a fait hyper chaud en 2023, on a déjà eu une année en 2022 très chaude, il n'y a plus de réserve dans les sols. Donc en fait 2023 on voit à quel point les pieds commencent à souffrir, on commence à avoir des feuilles qui brunissent, qui commencent à tomber parce qu'elles ont plus d'eau pour s'hydrater. Et en fait il faut qu'on trouve aujourd'hui des plants qui soient adaptés à la sécheresse. Ouais, le réchauffement climatique, on le voit toute l'année en fait. Ça commence avec des hivers qui sont plus doux. Le problème des hivers plus doux, c'est que on dit que le froid en fait tue les maladies et donc avec des hivers plus doux, elles continuent de résister. Ensuite, ce qui va se passer, ce qu'on a eu notamment en 2021, c'est que par exemple, dès le mois de mars, on va commencer à avoir des chaleurs hyper fortes. Fin mars, on était quasiment à 25-30 degrés et ensuite, le 5 avril, il s'est mis à geler. Et la problématique, c'est qu'avec des températures tout d'un coup très élevées fin mars, les bourgeons commençaient à sortir. Et donc en fait, avec un gel qui arrive juste après, ça gèle tout. Normalement, janvier, février, mars, t'es censé avoir des vrais mois d'hiver. Et après, quand t'as un gel en avril, rien ne gèle, puisque normalement rien n'est sorti. Et puis ensuite, on se rend compte aussi que effectivement, printemps, été, là, on a quasiment plus d'eau. Donc avant où on va dire la pluviométrie, on avait des choses qui étaient assez stables. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment avec des stress hydriques qui commencent très tôt. Tu as des régions, comme tu n'as plus d'eau en surface, tu n'as plus d'eau dans les sols, ils sont obligés de justement installer tous des systèmes pour pouvoir arroser et réhydrater la vigne. Et nous, en Bourgogne, les seuls qu'on arrose aujourd'hui, c'est plutôt les plantes. Les plantes, c'est des jeunes vignes qu'on plante et on les appelle plantes pendant 3 ans. Tes grands-parents aussi, ils arrosaient les plantes ? Non. Non, ils n'avaient pas besoin d'arroser les plantes. Ou alors peut-être une fois ils l'ont fait de manière très exceptionnelle, mais c'est pas vraiment la solution d'arroser la vigne. Quand tu vois tout le vignoble, si on commence à arroser, donc en fait, non, faut trouver des solutions pour pas avoir besoin d'arroser. C'est pour ça que les plantes, on les griffe très régulièrement pour limiter justement les arrosages. L'objectif, c'est de ne pas arroser du tout. Et donc effectivement, ensuite, tout ça, ça a une conséquence sur la date des vendanges, où aujourd'hui, on commence beaucoup plus tôt les vendanges. Là, cette année, on a commencé le 8 septembre. L'année dernière, on a commencé le 24 août. Cette semaine, il faisait à peu près, il s'est monté à 32, 35. Et le ressenti est bien plus élevé. En plus, on est dans des endroits qui sont exigus, il n'y a pas beaucoup de vent. Quand on fait vendanger des personnes entre 14h et 16h, déjà en termes de productivité, en fait, on ne peut plus avancer humainement, c'est impossible. Ça ne peut pas être des conditions de travail adéquates. Puis aussi, en cuverie, c'est hyper intéressant de vendanger plus tôt parce que c'est vraiment important en cuverie de pouvoir avoir des raisins les plus frais possibles pour apporter justement une meilleure qualité. Ça arrange tout le monde en fait de vendanger plus tôt, de faire du 7h-14h. Mes grands-parents, non, ils faisaient une journée normale. Ils devaient faire 8h midi, 14h, 17h, 18h. Mélanie à droite de Lorraine ? Non, je mets Fanny dans le même rang qu'Anthony. Ok. Parce qu'on va avoir peut-être besoin d'Anthony après. Ok. Et c'est pour arriver aussi en mode. C'est les derniers rangs. Oui, les outils. Pour s'adapter, le premier point, c'est effectivement, quand tu as une vigne qui commence à pousser, on va tailler le plus tard possible. Parce que plus on taille tard, et plus les bourgeons vont sortir tard. Donc si jamais on a un gel justement qui pourrait arriver après une période chaude, normalement, on l'évite. Ensuite, on va travailler, quand on travaille les sols, quand on va faire les labours, etc., on va essayer de travailler de manière assez superficielle pour pas justement remuer ce qu'il y a en dessous et ne pas générer plus d'évaporation d'eau dans les sols. Ensuite, nous, au sein de la société, on a fait un bilan carbone. On fait tous les transports en camion, en voiture. On voit que ce serait quand même hyper intéressant de pouvoir passer à l'électrique. La bouteille représente 70% parce que c'est des bouteilles en verre, difficiles à recycler. Et vraiment, l'objectif, c'était de pouvoir trouver la bouteille la plus légère possible pour baisser justement l'impact carbone. Par exemple, nous, on est en bio, on va passer au tracteur pour pouvoir faire les labours. On ne met pas de désherbants chimiques. Si tu te balades, tu vois les vignes où il y a un peu de glyphosate, où en fait, c'est cramé par terre. Donc le problème, c'est que une herbe qui est cramée, c'est pas très grave, mais les araignées, les coccinelles, etc., elles ne résistent pas à ça. Nous, par exemple, à Savigny, on a un ruisseau qui justement Veolia pompe dedans pour pouvoir alimenter en eau plusieurs villages autour de Savigny. À chaque fois que tu vas mettre un produit chimique dans tes vignes et qu'il pleut, ça va se déverser dans la rivière.
Donc c'est ça en fait. C'est une chance qu'on a de pouvoir être là, de pouvoir être en Bourgogne, de pouvoir avoir ces vignes, de pouvoir travailler dedans. C'est vraiment une chance incroyable. Donc je trouve que c'est un bon challenge de pouvoir de se poser les bonnes questions et maintenant qu'on a ce réchauffement climatique, qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle? Et effectivement, quand tu es agriculteur, c'est peut-être plus facile que quand tu vis en ville. Ça me va que tu descendes là parce que bon, en fait, c'est les particuliers. Aujourd'hui, on associe vraiment au réchauffement climatique, à la montée de l'alcool dans les vins. Moi, mon grand-père, il vendangeait en octobre à peu près. Il avait des raisins qui mûrissaient beaucoup plus lentement. En plus, assez souvent, finalement, il récoltait sous la pluie. Donc en fait, tu avais des vins qui étaient plus, on va dire, plus légers, peut-être plus dilués. Aujourd'hui, au contraire, les raisins sont tout de suite beaucoup plus concentrés. Du coup, on a des vins qui vont être un peu plus alcooleux, il y a beaucoup plus de sucre, et puis il y a moins d'acidité. Donc en fait, nous, l'objectif, c'est qu'on garde quand même l'identité d'un vin de Bourgogne. On va adapter différemment quand on va vinifier les vins aujourd'hui par rapport à ce qu'ils faisaient avant, pour pouvoir conserver justement ces vins avec l'équilibre acidité-sucre. Notre propre production, en 2021, on a fait 3000 bouteilles parce que là, il n'y avait franchement rien. Et puis 2022, on est autour de 15-16 000 bouteilles. Et voilà, l'objectif, c'est de progressivement arriver au 20-25. Et on a encore de la chance parce qu'on a des vins qui seront entre 12 et 13 degrés. Alors que dans d'autres régions, comme ils vont avoir la montée de l'alcool beaucoup plus importante, enfin des degrés alcooliques beaucoup plus importants que nous, ils vont moins avoir ce choix-là. Je voudrais voir la différence entre le jus que j'ai là et le jus qui est en train de sortir. Le pressoir, surtout en fin de presse, c'est à ce moment-là qu'il va écraser, tu vois. Il reste peu de choses là-dedans. Là. Il reste les pépins, on est sur la fin du pressoir, donc il n'y a quasiment plus de jus. Et donc là, ça presse les pépins, ça va presser les baies. Enfin, la peau. Et par exemple, il ne faut surtout pas que ça presse trop les pépins, parce que c'est dans les pépins qu'on va avoir toute l'amertume. Et donc c'est hyper important de goûter pour savoir à quel moment est-ce qu'on va arrêter justement le programme de pressoir. On est la 5e, 6e génération à habiter dans cette maison. Ceux avant Jean et moi, c'était mes grands-parents. Christiane et Pierre Seguin, ils ont travaillé toute leur vie là-dedans. C'était une époque qui était quand même assez difficile. Justement, la Bourgogne n'était pas autant en vogue qu'aujourd'hui. Ils ont dit finalement à leurs enfants de partir, d'aller en ville. C'est arrivé, en tout cas, on le voit en Bourgogne et j'imagine dans les autres régions, c'est arrivé dans beaucoup de familles. En fait, finalement, il y a eu un saut de génération. Et donc en 2004, ils ont dû vendre le domaine parce que du coup, il n'y avait plus de personnes pour reprendre. Ils ont gardé la maison et ils ont gardé les locaux. Vraiment. À chaque fois que je venais ici, j'étais hyper contente dès que mon grand-père avait des clients parce que ça veut dire que j'allais dans la cave, je le suivais partout. Il me donnait un petit tas de vin, ces petites coupelles qu'on a en Bourgogne. Et puis j'avais le droit à ma mini petite goutte de dégustation avec lui quand il était avec ses clients. En 2019, on a pu récupérer le fermage de vigne. Mon grand-père est décédé il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus. Du coup, c'est vraiment ma grand-mère à la fin qui nous a beaucoup aidés, entourés. Et puis en fait, quelques jours après qu'on ait reçu la lettre comme quoi c'est bon, c'était officiel, on pouvait reprendre les vignes, ma grand-mère est décédée. Comme c'était, ça y est, c'était sa dernière mission à accomplir. Est-ce que je l'aurais fait si j'avais pas eu les lieux? Je sais pas. Parce que c'est un métier qui est tellement... C'est dur comme métier. C'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, c'est un investissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours des choses à améliorer en cuverie, en vigne, aux vignes. C'est un métier où ça vient de là. Enfin, il faut que ça t'habite. Ce dont je me rends compte, en tout cas en Bourgogne et on va dire les viticulteurs, on sent que
que l'héritage est hyper important. On parle tout le temps des anciens, on les évoque tout le temps, même marketingment parlant, dire que tu es un domaine qui a été créé, je sais pas, en 1800 ou 1900, etc. Ça a du poids dans la tête des gens parce que en fait, ça veut dire, et c'est vrai, tu as 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience derrière toi. Donc tu as besoin de tes contemporains et tu as besoin aussi de l'expérience de ta génération précédente ou de leur génération précédente. Aujourd'hui, faire une cave comme ça, c'est juste incroyable. Enfin, les caves qu'on voit qui se construisent, elles sont faites en béton parce que bon, bah déjà c'est pas le même coût aujourd'hui. Et donc ça c'est grâce aux précédentes générations en fait. Elles étaient là il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. À l'époque, ils ne faisaient pas juste des dalles en béton, ils prenaient soin de faire des caves voûtées en pierre, etc. Ça, enfin, là, on est au cœur d'un héritage, par exemple. Et ce genre de caves, elles sont magnifiques parce que là, par exemple, tout le noir que vous voyez, etc. En fait, ça, c'est à surtout pas enlever. Il faut surtout pas qu'on le nettoie parce que c'est des décennies et des décennies et des décennies de générations, de populations, de bactéries, de levures, etc. Tout ça, bah, après, nous, on le sent dans le fût. Ce qui est hyper excitant, c'est que, oui, on n'a plus le vin de mon grand-père, mais on sait que, on utilise toute sa population pour faire vivre le nôtre. Donc en fait, c'est là-dedans, c'est que tu vois la transmission d'une génération, et ça, même si filialement, tu n'en as pas eu, bah, tu bénéficies toujours de ce genre de contexte. On a eu Gaïa l'année dernière, un jour où on plantait, donc effectivement son nom n'est pas tombé complètement par hasard. On était en train de s'occuper de parcelles et c'était le moment pour elle d'arriver. Quand tu construis tout ça, tu penses au passé et puis forcément tu as une pensée pour le futur aussi. Nous on fait tout pour que si un jour il y a un enfant qui veut le reprendre, il puisse le faire dans les bonnes conditions.